Dans quelques instants, Jean-François est là pour accueillir notre nouvel invité. Pierre Gervais, chroniqueur 98.5 FM, section des sports, et aussi, surtout, ancien gérant de l'équipement du Canadien. Salut Pierre. Salut Pat. Allô. Salut Jean-François. Écoute, d'abord, première question. Comment tu trouves le club? Écoute, là, on peut faire une demi-heure là-dessus. Je trouve le club, jeune, excitant, le fun à regarder. Mais pour moi, c'est un club de saison régulière. Il manque de grosseur, de toughness. Il manque... Écoute, j'ai eu le privilège et la chance de vivre deux Coupes Stanley. Et je me rappelle... on avait des gars comme Kirk Muller, Brent Bellows. Claude Lemieux. Claude Lemieux, nous autres, ça Larry fait. Robinson, puis les gars de même. Là, ça nous manque, ça. Là, tu trouves qu'on se fait brasser un peu? Oui. Puis je trouve que l'an passé, on s'est fait sortir comme Washington. Tout le monde était outré. Tout le monde voyait qu'on se faisait vraiment brasser, sortir. Puis ce qui me déçoit un petit peu dans tout ça, c'est que on n'a rien fait durant cet hiver. J'adore là, Jeff Gorton et Kent Hughes. J'adore ce qu'ils font. C'est vraiment très, très bien. Mais je pensais qu'on allait chercher une coupe de gars cet hiver, tranquillement. Tu ne verrais pas ça de bord d'une année. Je comprends ça, là. Mais je m'attendais à ce qu'il aille chercher un gars, deux gars je parle pas de goon, là. Je parle pas de batailleur, de robustesse. Et puis, c'est pas arrivé. À la fin de l'année, lorsque la date limite des transactions est arrivée, Nicolas Deslauriers, un Québécois, un des plus toughs dans la Ligue, un gars fier, est parti pour un 7e choix au repêchage. 7e choix au repêchage, là, c'est rien, là. C'est rare qu'il perce. Moi, là, écoute, j'en ai vu souvent. Là, je gardais tout le temps mes listes de choix au repêchage dans mon bureau. Là. Puis des 7e choix au repêchage, là, il y en a souvent que j'ai jamais vu de ma vie au Centre Bell. Là, puis à Brassard. Là. Fait que, tu sais, c'est rien. T'as rappelé chercher ça pour un 7e choix au repêchage. Puis déjà, ça fait grandir tes joueurs de quelques pouces. Ça t'amène un petit peu de toughness. Puis tranquillement, pas vite, tu montes. Mais on n'a rien fait là-dessus. Penses-tu que si Josh Anderson était à 100%, Slavkovski était à 100%, puis je te dis pas que c'est des gars qui brassent, mais c'est des gars qui ont du gabarit, penses-tu que ça se passerait différemment? Bien, comme tu dis, moi, c'est des gars du gabarit. Puis à 2021, là, lorsqu'on a perdu contre Tampa en finale, on avait des Shea Weber, des Ben Chariot, on avait David Savard, on avait Joel Armia. C'est pas des goons, c'est juste du 16. Puis là-dedans, il faut comprendre que les éliminatoires, là, c'est une autre saison. C'est une autre saison, c'est une autre série. Les gars, là, qui sont gros, qui sont grands, sont plus tough. Plus tu avances dans les séries, plus c'est difficile. Plus ces gars-là sont résistants. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Alors, ça te prend des gars de même, puis regarde les clubs des 20 dernières années, je te garantis que tu n'as pas un petit club qui a gagné la Coupe Stanley. Je te garantis ça. Il va falloir prendre un peu de coffre. Oui, effectivement. Le problème, c'est que c'est sur nos deux premiers trios puis nos meilleurs défenseurs qu'on manque un peu de toughness. On a Jack Eyes, Trouble, on a Anderson, mais c'est des gars de profondeur. Pierre, j'ai une question pour toi. Noah Dobson a patiné. Puis là, on a vu qu'on est en train d'installer peut-être une espèce de protecteur pour sa main. En fait, c'est une double question. D'un, j'imagine que tu as déjà fait ça, des prothèses comme ça, faire de l'espace dans un gant ou dans une jambière et tout ça. Assurément. Et je veux quelques anecdotes là-dessus. Et de deux, est-ce que tu as trouvé ça le fun que les journalistes publient cette photo-là où on voit le gant? Parce que là, on vient de le dire à la planète hockey en entier, là, qu'il est là, son problème, il est au pouce, puis c'est là que vous allez pouvoir frapper. Ben écoute, tu peux pas tout cacher. Ça, okay. C'est sûr, tu peux pas tout cacher. À un moment donné, ça devient, comme tu dis, là, ça devient public. Il y a beaucoup de protection qui se fait que les gens ne se rendent pas compte durant la saison régulière, puis durant les éliminatoires en plus. Là. Puis il y a beaucoup des séries éliminatoires, des petites seringues, les médecins accompagnent l'équipe. Pour geler des blessures. Bien, c'est sûr. Pas des blessures qui peuvent aggraver le gars, mais juste enlever la douleur. Mm-hmm. Ça fait partie de toutes les équipes, de tous les sports. Ça, c'est clair. Là. Et Pierre, juste une parenthèse. Quand ça dégèle après le match, ça doit faire mal. Ah non, les gars, écoute, je vous le dis, là, j'ai vu des gars souffrir, là, tellement. Le monde a beau dire, les gars font des millions, là, mais quand ça fait mal, ça fait mal. Des infirmeries remplies après les matchs. Shea Weber, ma dernière année, là, ce gars-là souffert, ça n'a pas de bon sens. Tu vois le gars arriver à l'aréna en boitant, puis il va jouer au hockey le soir au niveau de série éliminatoire de la Ligue nationale.
incroyable. Puis on avait même une clinique à notre hôtel, dans les éliminatoires. Les gars de médical avaient fait une clinique que les gars allaient se faire traiter là après le match, en plus du traitement d'après la game, pour le lendemain. Ah non, les gars souffrent. Les gars souffrent, là, c'est vraiment Mais incroyable. il doit y avoir quand même des règlements, dans le sens que tu peux pas dire on va y mettre une plaque de métal en dessous de son épaulette parce qu'il a mal à l'épaule. Il doit y avoir des textures que tu n'as pas le droit d'utiliser. Non. Le seul règlement, c'est que tu peux pas grossir le joueur. OK. Le gars pourrait jouer avec c'est des policiers portent, là, des gilets pare-balles. Des gilets pare-balles. Le gars pourrait jouer avec ça, mais tant que tu ne grossis pas ton équipement. OK. Sinon, tu n'as pas de règlement. C'est quoi le bricolage le plus exotique que tu as jamais fait Écoute, pour un joueur, disons, qui était blessé? Là? Sincèrement, c'est plus mes adjoints qui faisaient ça, mais écoute, tu as eu de tout. Tu as de tout pour les doigts, pour les mains, pour les chevilles. Tu as des matériaux que tu peux mouler à l'eau chaude, puis tu peux mouler sur le joueur. Puis, non, il y en a eu de toutes les sortes. Là. Sincèrement, là, c'est vraiment... Puis, faut-tu que ce soit discret pour pas que l'autre équipe le sache? Ah, bien sûr. Dans les éliminatoires, là, tout est tellement discret. Tu peux pas... tu fais tout pour cacher tout à l'adversaire. Puis ça, tout le monde, tous les joueurs sont en mission. Les joueurs sont en mission. Les coachs sont en mission, on est en mission. Puis pour aborder là-dessus, là, quand ton dernier match se joue, le lendemain, tout change dans le vestiaire. En ce sens que, tu sais, tout le monde, durant la saison, tu as une gang de boys, puis t'as du fun, puis il se fait des coups, puis il y a des rires, tout ça. Quand tu arrives le lendemain, le premier match, là, tout change. Le lendemain du premier match des séries? Oui, exactement. Non, le lendemain du dernier match. OK, de la saison. Là, ça devient sérieux. Tout change. Dans le vestiaire, tout change. C'est à couper au couteau. Il n'y a plus personne qui a le goût de faire des jokes. Il n'y a plus personne qui a le goût. Tout le monde passe en mode éliminatoire. Puis j'ai une petite anecdote là-dessus qui me vient en tête. Là. Je me rappelle, on avait un service traiteur à l'époque. Et puis, le lendemain du dernier match, première journée des éliminatoires, tout le monde se prépare. Puis ces gens-là étaient super gentils, nous autres. Puis là, ils éclatent de rire, ils font des jokes, puis ils ont du fun. Mais là, chez Weber va les voir. Il va le dire tranquillement, il va dire « Hey, on est dans les playoffs. On va s'amuser quand on va gagner la coupe. That's it, that's all. » Là, on était un peu surpris, mais ils ont compris le message. Fait que le message, c'est ça. C'est que tu t'amuses quand tu gagnes la coupe cette année. Là, ils se sont calmés. On n'a plus de fun. Ils se sont calmés, ils ont compris le message. Côté superstition, tu dois en avoir vu beaucoup. Je me souviens entre autres de l'anecdote du bâton de Patrick Roy en 93, qu'il ne voulait pas changer de bâton. Ça devait être toi qui étais en charge d'aller le placer. Ouais. On disait qu'il y avait une espèce de locker fermé à double tour pour être sûr que l'autre équipe n'aille pas voler ce bâton-là. À part le bâton de Patrick Roy, tu dois en avoir vu pas mal. Écoute, des superstitions, il y a beaucoup de superstitions, puis il y a beaucoup... À un moment donné, c'est comme... C'est-tu des habitudes ou c'est des superstitions? Patrick Roy, c'est sûr, c'est le grand gagnant des superstitions, ça, aucun doute là-dessus. Imagine faire toutes les éliminatoires 93 avec le même bâton. Le même bâton. C'est absolument incroyable. Donc, il ne faisait pas ses pratiques avec pour pas le briser. Fait que tu le sortais juste pour le match. Même pas le réchauffement. Juste les matchs. Puis après le match, il me le donnait dans mes mains. Puis moi, je le cachais quelque part que personne ne savait où est-ce qu'il était le bâton. Tu le cachais? Pourquoi? Pour pas qu'il soit utilisé par accident? Si t'as fait voler ce bâton-là, Patrick, il aurait fait une coche. Tu sais, vraiment. Puis sur la route, je le barrais. On avait des sacs à bâtons. Là, puis je le barrais, puis je mettais un cadenas. Puis j'étais sûr d'avoir la clé. Pour faire rame, je le cachais en arrière. Personne ne savait il était où. Personne. Puis quand Patrick arrivait, puis il le retapait, puis il l'arrangeait. Le même bâton, tous les séries. Ça, là, c'est absolument incroyable. C'est de la superstition qui se rapproche de la religion. Là. Mais lui, c'est ça. Mais lui, c'est la superstition. Écoute, il partait de chez lui à Laval, puis il venait au Forum un match, puis s'il avait gagné, il prenait le même chemin de la fois d'après, même s'il y avait du trafic. Puis sinon, c'était à un autre niveau, là. Pierre, on va te garder pour le prochain segment. On va continuer à parler des superstitions, de l'équipement, de comment ça se passe dans un vestiaire en pleine série éliminatoire. C'est un plaisir d'être là avec nous, avec Jean-François. Merci d'être là, Pierre Gervais. De retour en studio, Jean-François Barry est là. On parle avec Pierre Gervais, l'ancien directeur de l'équipement
du Canadien de Montréal qui connaît la bête du hockey professionnel de l'intérieur. Tantôt, tu nous parlais du bâton de Patrick Roy. Tu l'as gardé, il était super superstitieux pendant les séries de 93. Les gens me posent la question, il est rendu où le bâton? Moi, je lui ai remis à lui. J'ai donné à lui, puis là, il est rendu où, je sais pas. Mais parce qu'après la conquête de la Coupe en 93, j'imagine que tu t'es assuré de prendre le bâton. Bon, non, je l'ai amené à la maison parce que je voulais pas qu'il passe l'été au forum. Je voulais pas... Puis tu sais, les célébrations et tout ça, là, tout le monde se perd de vue, là. Fait que je l'ai amené à la maison, puis au bout d'un an ou deux, je le voyais souvent dans mon gym en bas. Je disais, faut que je fasse de quoi avec ça, puis je l'ai donné à Patrick. Qu'est-ce qu'il a fait avec, je ne sais pas. À Pierre Gervais, il y a des séries présentement. Match numéro 5 ce soir. Tu as été derrière le banc pendant des années, des décennies. Là, quand tu regardes le match à la télé, tu le regardes pas comme nous autres. Non, j'aimerais ça. J'aimerais ça, mais ça me stresse beaucoup. Okay. Plus que quand j'étais derrière le banc, parce que je veux que le Canadien gagne, tout ça. Deux, je regarde tout le temps des alentours de la game. Tu sais, lorsqu'on les caméras sont sur le banc des joueurs. Donne-nous une couple de choses que tu vois qu'on voit pas. Quand un joueur tombe, quand un joueur casse un bâton, quand il monte sur le banc des joueurs, là, je vois ce qui se passe. Tu sais, je revis tout ça tout le temps. Là. Tu sais, ça va vite. Là. Puis au Centre Bell, là, c'est absolument incroyable. On avait tous des walkie-talkies, des oreillettes, là, puis on s'entendait pas. Des coachs qui crient tellement que c'est bruyant, tellement que c'est le fun. Puis ça, c'est un couteau à deux tranchants. Ça l'aide beaucoup les joueurs dans le sens qu'ils sentent le public derrière eux. Mais par contre, il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Fait que mais c'est ça. Je regarde sur le banc des joueurs ce qui se passe, le joueur qui rentre blessé. Tous des petits trucs que j'ai connus au fil des ans qui me sont... Quand Slavkovski s'est fait rentrer dedans, là, oh boy. Est-ce que tu savais à ce moment-là que, là, il y a un problème? Oui, je savais qu'il y avait un problème, puis honnêtement, j'espère qu'il va être là ce soir, parce que j'ai souvent vu des joueurs se faire ramasser comme ça. Et puis, le soir, tout est beau, prennent leur douche, s'en vont à la maison, puis arrivent le lendemain, là, ils sont dans la brume, là, totale, qui ont mal à la tête, qui ont... Fait que Slavkovski, je ne sais pas, là. J'espère que non. Mais ça se manifeste des fois quelques heures plus tard. Là. Exactement. Des fois, c'est sur le moment que le gars est mêlé comme un jeu de cartes. Puis des fois, le lendemain ou le surlendemain, le gars a des problèmes avec ça. Ce soir, le Canadien est à Tampa Bay. Oui. En tant que gérant de l'équipement, là, l'équipe arrive à Tampa Bay. On fait quoi pour recréer un peu de l'environnement du Centre Bell, j'imagine, pour le vestiaire, pour le lunch d'avant la partie, puis tout ça. Le rituel, on veut qu'il se poursuive du côté de Tampa Bay. Ben nous, le Canadien, comme avec Hockey Canada, on essayait de faire des trucs dans le vestiaire que tu changes chez toi. Des photos d'anciens joueurs, des paroles qui sont, comment je dirais ça? Des paroles marquantes de l'histoire. Marquantes d'histoire, puis tu ajoutes des couleurs d'équipe dans le vestiaire. On essaie de faire ça. Donc, tu traînes comme de la décoration. Oui, on essaie de faire ça. Wow. Ouais. Toutes les équipes ont un genre de petits, comme nous, la dernière année, c'était une Coupe Stanley, que quand tu gagnes chaque match, tu mets un collant que là, tu as gagné, puis là, tu montes vers la Coupe. Mm-hmm. Fait que tu as toutes sortes de trucs comme ça pour faire des joueurs qui sont chez eux. On a une question de Michel Lalime qui nous écrit, il veut vérifier à savoir si une certaine légende urbaine est vraie, Pierre. Est-ce que c'est vrai que l'équipe de la gestion des équipements aurait signé la Coupe à l'intérieur de la Coupe Stanley? Oui, c'est vrai. Ça, c'était... Lorsqu'on a gagné la Coupe en 93, Patrick Roy a décidé de faire un party chez eux. Un vrai party. Okay. Un vrai patente. Alors, moi, je me rappelle, il me met en charge. Il dit, Jerv, peux-tu acheter le vin, du rouge, du blanc, du champagne? Puis là, à l'époque, ma carte de crédit, il n'y avait pas une grosse marge dessus. Tu as demandé la sienne? Puis, non, mais je suis allé je me suis arrangé avec eux autres. Là, mais tout ça pour dire que... Puis il venait de faire son terrain. Il avait fait poser des cèdres. Il venait de creuser sa piscine à l'île de Bizarre, je crois. Là, Okay. Et puis, il décide de faire un party. Fait que là, il fait enlever ses cèdres. Il fait installer un écran géant. Attends. Il a fait enlever ses cèdres juste pour le party. Ah oui, non, je te dis. Là. On est ailleurs. Un écran géant, service traiteur. Et là, la coupe arrive. Puis là, les gars sont dans la piscine. Puis il y a des préposés à la coupe, là.
Ah oui, moi, mais il se tenait à l'écart OK, un petit peu. Là. OK. Il faisait sûr qu'elle s'en allait pas ailleurs, il se tenait à l'écart. Mais c'est-tu fois-là qu'elle a abouti dans la piscine? Ben oui, écoute, Ah oui, les c'est gars ça. glissaient. Il y avait une glissade pour les enfants, là, avec la coupe dans la piscine. Un moment donné, le bas de la coupe qui est noire, là, le bas lâche. Là, il y a quelqu'un qui a cherché un clou. On l'a tout signé avec un clou à Vous l'avez l'intérieur de la gravé. coupe. À jeun, Mais hein? tu sais, non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais là, la coupe est toute signée avec un clou à l'intérieur de la coupe. Mais tu sais, ça se dit pas, ça s'invente pas, ça, là. Ben écoute, 33 les ans gars plus tard. nageaient avec la coupe dans la piscine. Non, moi, je voyais ça, j'étais tellement drôle. Là. On n'a pas de téléphone dans ce temps-là, on n'a pas de petit photo, mais ça aurait été tellement drôle. Mais c'est pas dans les années 70, là, dans la grande dynastie, qu'il avait perdu la coupe. Ah oui, moi, je pense que oui, là, dans ces temps-là. Mais En fait, ça se peut. C'est Guy Lafleur qui était parti avec. Guy Lafleur voulait l'emmener dans sa famille. Fait que pendant un party où était la coupe, il l'a mis dans sa valise d'auto Ah, et non. il est parti avec la Cette coupe. cette coupe-là, on en a vu quelques-unes. Pierre, j'ai une autre question qui nous parvient. Toi, tu as été dans le vestiaire du Canadien pendant des décennies et ça s'est vu au football de l'espionnage. Est-ce que dans la Ligue nationale, il y a des fois, je sais pas moi, une équipe va laisser une caméra pour l'entraînement, peut-être même espionner des vestiaires? As-tu déjà eu des soupçons que le Canadien a été espionné? Non, moi, ça me dit rien, mais j'ai participé à un certain espionnage Hockey Canada. OK. Je pense Qui pas est- que j'ai jamais raconté ça. Qui était? En 87, on jouait contre les Russes. Il était au Forum de Montréal. Puis à un moment donné, il y a un dirigeant qui nous demande, des Patchak, des Patchak que j'ai remplacé et moi, d'aller vérifier leur bâton. Fait qu'on a su... Aux que joueurs le- russes. Oui. Alors, on a su que le dernier joueur, la dernière personne des Russes était parti. On est rentré dans le vestiaire. Il voulait qu'on vérifie Ça quoi? sentait tellement pas bon, là. Tu sais, eux autres, ils ne lavaient rien, ils se lavaient pas. C'était... Bon, je me rappelle encore de la senteur. Et on était allé voir leur bâton, puis c'était tous des bâtons illégaux, là, naturellement. C'est les Russes, dans ce temps-là, c'était toutes des courbes... Exagéré. exagérées, maison, là. Fait que c'est ces souvenirs que j'ai quand on rapportait ça. On a eu du fun à faire ça, mais c'était... Oh my God, l'odeur de ce vestiaire-là, c'est épouvantable. En terminant, Oui. on espère que le Canadien gagne la Coupe bientôt. Et tu nous l'as raconté pendant la pause. 93, t'es là, dernière Coupe Stanley. Et tu penses qu'il y a une recette secrète qui a fait que le club a gagné. C'était quoi? Écoute, Jacques Demers n'était pas beaucoup là-dedans. Pas beaucoup. Jacques Demers a fait... Écoute, je vais te conter une anecdote que je n'ai jamais compté non plus. Là. C'est le fun le matin. J'ai du fun avec ça. Là. Jacques Demers a mis tout le monde en mission. Les joueurs, le staff, nous autres, tout le monde. Un moment donné, il nous convoque un matin, une couple de semaines avant la fin de la saison. Puis là, c'était un gars, il aimait ça avoir du fun. Du plaisir, puis tout le monde. On travaillait fort, puis on s'amusait, puis on s'agaçait. Là, il arrive, il convoque tout le monde dans une petite salle de vidéo au forum. Là, il dit là, c'est fini, ces niaiseries-là. Là, on s'en va gagner la coupe, puis le niaisage, puis venir. Puis là, vraiment, vraiment rude, là, vraiment rough. Puis il claque la porte. Là, on se regarde tout. Il est arrivé quelque chose? Y a-tu quoi que quelqu'un a fait? Puis on n'avait rien. Mais lui, il était en mission. Puis il a fait croire aux joueurs, depuis le jour 1, qu'on allait gagner la Coupe Stanley. Puis je te dis, là, 80 de la Coupe de 93, c'est Jacques Demers. 80 il était là à tous les jours, il rappelait à tout le monde comment il était beau, qu'il était grand, qu'il était fort, qu'il était bon. Tous les jours, il était en mission, ce monsieur-là. Puis pas d'entraînement. Puis jamais d'entraînement. Écoute, c'est un bon point, ça, Patrick. Tous les clubs pratiquent toujours, tout le temps. Puis Jacques Demers disait, en anglais, on dit « rest is a weapon ». Le repos, là, c'est une arme. Ouais. Puis il croyait vraiment à ça, puis c'était vraiment ça. 11 overtime, 11 sur temps. Puis quand on embarquait dans le surtemps, là, les gars avaient tellement d'énergie comparativement aux autres clubs. Là. Puis moi, ce que je comprends pas, c'est que les autres clubs ne se sont jamais adaptés. Les autres clubs continuaient. On jouait comme Los Angeles, ça a fait en finale. Des longs voyages, des clubs arrivaient à Montréal, pratiquaient. Nous, on ne pratiquait pas. Puis ça a fini comme ça. Quand ça comptait, on avait plus de jambes. Bazar. Mais maintenant, c'est comme ça. Les équipes s'en sont inspirées. Il y a beaucoup plus Ouais. de congés que c'était dans le temps. Ben, tu sais, à la vieille époque, c'était faut Ça travailler glace. fort, faut les battre. Ouais. Pierre, c'est toujours fascinant d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Et je vais terminer parce que non seulement tu as été un bon gérant de l'équipement, tellement bon que les équipes canadiennes aux Olympiques et compagnie te voulaient,
Mais tu es un super bon gars. Puis il y a quelqu'un qui nous a écrit un message pendant que tu parlais, Pierre Gervais. C'est quelqu'un qui dit « J'ai contacté Pierre Gervais un jour. Je ne le connaissais pas. J'ai trouvé son courriel. Je lui ai écrit. Il dit « J'ai eu un cancer du talon. Cancer dans l'os du talon. Et j'ai besoin d'un conseil pour adapter mon équipement de patin. » Et il dit « Pierre Gervais m'a répondu. Et je m'en souviens encore. » Super. Bravo. Merci beaucoup, Pierre. Merci. On t'écoute Merci à vous autres. sur toutes nos plateformes au Merci à 92.5. vous Merci, Jean-François.